Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, Pape Alé-Niang placé sous mandat de dépôt. Le journaliste est inculpé des chefs de divulgation non rendus publics par l'autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires, diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions. Quand Sadio Mané éternue, c'est tout le football sénégalais qui s'enrhume. Sa participation au mondial est-elle réellement compromise? Quelle est la nature de sa blessure? Nous ferons le point dans ce 20h. Et puis, mort d'un enfant talibé à Noufouk, c'est toujours l'émoi et l'étonnement à Thiès. Le manque d'éclairage public accentue l'insécurité à Noufouk selon les populations. Reportage à suivre. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Pape Alé-Niang placé sous mandat de dépôt cet après-midi. Le juge du deuxième cabinet a suivi la requête du premier substitut du procureur. Le journaliste Pape Alé-Niang est inculpé des chefs de divulgation non rendus publics par l'autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires, diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions. L'autre grand titre de cette édition, quand Sadio Mané éternue, c'est tout le football sénégalais qui s'enrhume. Vous êtes nombreux à avoir mal débuté cette journée à cause de son probable forfait au mondial. Son club, le Bayern, s'est limité à annoncer la non-participation de l'international sénégalais à la prochaine journée de Bundesliga. Les derniers développements avec Ibrahima Khan. Sadio Mané, it's going to come to Amos Pieper. Jusque-là, rien d'officiel venant de son club, mais l'incertitude continue de planer sur la participation de Sadio Mané au mondial. Sorti sur blessure à l'issue de la 14e journée de Bundesliga, le journal L'Équipe, lui, est déjà dans l'affirmative. Mané, forfait pour le mondial, écrit ce mercredi le site français. Une information toutefois non confirmée par le Bayern de Munich. Le club bavarois, loin de la précipitation et du fatalisme, a juste annoncé dans un communiqué, je cite, « Mané a été blessé au péroné droit. Il est forfait contre Schalke ce samedi. D'autres tests suivront dans les prochains jours. Le Bayern est en contact avec le staff médical de la Fédération sénégalaise de football. » Fin de citation. À J-11, c'est tout un peuple qui retient son souffle, particulièrement Aliou Cissé, qui doit publier sa liste ce vendredi. Avec un éventuel forfait de sa pièce maîtresse, deuxième meilleur joueur mondial en 2022, Cissé devra résoudre une équation à multiples inconnus. Les Lions également devront se préparer à toute éventualité avec la menace qui rôde autour de la présence au Qatar de leur fer de lance. En attendant, le Sénégal croise les doigts, espérant que les tests supplémentaires annoncés par le Bayern concernant Mané ne viendront pas doucher l'espoir du 12e Gaïndé. Et cette information, Ibou, a sapé le moral de nombre de Sénégalais. Le forfait de Mané serait un vrai coup dur pour la tanière, selon les supporters interrogés. Reportage Cher Diop et Jafar Abba. Les Sénégalais se sont réveillés dans la douleur avec cette information du quotidien sportif français, L'Équipe. Elle a provoqué un séisme. À la suite, n'est-ce pas, d'une chute, il a eu une blessure à la jambe. Je ne sais pas si c'est grave ou pas. En tout cas, on est tous inquiets. Maintenant, nous attendons les résultats pour être édifiés. Il faut savoir déjà quel type de blessure il a. Est-ce que ça peut l'empêcher en fait de jouer à la Coupe du Monde? Ils comptent tous sur Mané si l'information est avérée. À l'impossible, nul n'est tenu.
Il déclare. Parce que je pense que la fédération sénégalaise a une entité médicale, donc qui sera chargée en fait de le diagnostiquer en fait médicalement, savoir s'il est apte à jouer ou pas. S'il s'est avéré qu'il est apte à jouer, pourquoi pas. Sinon, on comprendra tous. Ça risque de nous coûter très cher. On a une très belle équipe, on peut aller loin. Alors, qui remplacera le numéro 10 sénégalais? Une question presque sans réponse. Je sais pas en fait. Ah, là je vois pas parce que Sadio Mané est un élément clé vraiment. En tout cas, dans le club, je crois qu'ils sont tous interchangeables. Parce que c'est pas juste un attaquant en fait. C'est un joueur qui fait un boulot exceptionnel sur le terrain. Il fait même des replis défensifs de temps en temps. Il joue en milieu de terrain, il est en attaque. Donc du coup, c'est un joueur polyvalent. Qatar 2022 avec ou sans Mané Niancho pour cause de blessures. Ces Sénégalais croisent les doigts. Ils souhaitent tous un prompt rétablissement à l'international sénégalais. L'international sénégalais Sadio Mané qui devra vite se remettre avant le premier match du Sénégal prévu, vous le savez, le 21 novembre prochain contre les Pays-Bas pour sa 3e participation à une phase finale de Coupe du Monde. Le Sénégal est logé dans le groupe A, une poule que les Lions partagent avec les Néerlandais, l'Équateur et le pays hôte, le Qatar. Présentation du groupe du Sénégal avec Cheikh Sadibou Diarra. La poule A de la Coupe du Monde 2022, ou le groupe des ambitieux. En premier, le Sénégal. Désormais donc tous les soirs dans les éditions du soir. Je vous l'annonçais en début d'édition, Pape Alé Niang placé sous mandat de dépôt cet après-midi. Le juge du 2e cabinet a suivi la requête du premier substitut du procureur, Aminata Mbaresso. Le journaliste va passer sa première nuit en prison. Pape Alé Niang a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 2e cabinet, Mamadou Seck. Il s'est déjà préparé à cette situation. Déjà le mercredi, il est venu me voir dans mon cabinet pendant 4 heures de temps. Il est venu me dire qu'il a des informations de sources sûres qu'il va être arrêté prochainement. Et que je devais prendre toutes mes dispositions pour l'assister. Il avait informé déjà sa famille et on a tenu une réunion, moi et sa famille, déjà. Jeudi, il est venu me voir mercredi et le jeudi on a tenu cette réunion pour que je sois en état d'alerte. Donc il était déjà préparé à cette situation. C'est pourquoi il est serein, sa famille est sereine. Il a le moral et il est compatible. Le journaliste est poursuivi pour 3 chefs d'inculpation. Divulgation d'informations militaires non rendues publiques par la hiérarchie, de nature à porter atteinte à la défense, recel de documents administratifs et militaires, diffusion de fausses nouvelles, de nature à jeter le discrédit sur les institutions. Voilà les infractions, les 3 infractions reprochées à Pape Alé Niang. Et donc il a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 2e cabinet. Une honte pour le Saint-Pix, ses conseils déclarent la bataille judiciaire. Nous avons failli dans la prévention, nous avons failli dans la réaction aussi peut-être. Et il est temps maintenant, je pense, qu'on se remobilise et qu'on essaie de voir comment enlever cette tâche. Nous estimons que les faits qui lui sont reprochés sont mal fondés, ne sont pas du tout avérés. Et cela est incontestable. Il a été arrêté, poursuivi sur de prétendues diffusions d'un message radio de la police et des sapeurs-pompiers, alors que ces messages sont dans l'espace public. C'est vers 17h que l'audition du journaliste a démarré dans le bureau du substitut du procureur, une audition qui n'a pas mis du temps. C'est à la suite que le juge du 2e cabinet a donné suite à la demande du substitut du procureur en plaçant sous mandat de dépôt Pape Alé Niang. Merci Aminata. Tout autre chose, 72 heures de plus, les travailleurs du secteur primaire renouvellent la grève. Ils réclament toujours 75% des indemnités, là où l'État propose toujours 50%. Les grévistes annoncent une marche vendredi prochain. Fatima Touré et Mamadou Diop. Le mutisme du gouvernement face à leurs revendications froisse encore les travailleurs du secteur primaire. Après 48 heures de grève démarrée depuis lundi, ces derniers n'ont pas obtenu gain de cause.
Les 75% d'indemnités revendiquées toujours pas effectifs. L'intersyndicale des travailleurs décrète encore 72 heures de grève suivie d'une marche ce vendredi. On devait revenir pour une plénière avec les ministres qui ont le pouvoir de décision. En fait, jusqu'à la date échue, après notre appel, on nous apprend que la rencontre a été reportée à une date ultérieure qu'on ne sait pas quand. Nous sommes restés une semaine sans rien entendre au niveau de l'État. Nous avons repris le mouvement de guerre après un ordre de la base. En ce moment, nous avons déjà une demande, une déclaration de marche pour protester par rapport à cette décision auprès du préfet. Leur mouvement d'humeur va engendrer certainement d'énormes conséquences désastreuses selon les travailleurs, surtout concernant la certification des semences, mais aussi l'abattage au niveau de la Sogas ex-Seras. Faites toutes ces semences qu'on dira certifiées. Ce travail sera fait par des techniciens qui sont en mouvement en ce moment. Mais je vous dis encore une fois, nous n'avons dépassé moins, nous sommes dans une crise profonde du secteur. Au-delà de la campagne agricole, mais la pêche, c'est un problème. L'élevage, c'est un problème. Les abattages sont faits au niveau de la Sogas qui ne sont pas contrôlés. Récemment, par rapport à un contrôle de vérification, nous sommes tombés sur des carcasses de bœufs qui sont tuberculeux. Et à travers cela, il pourrait y avoir une contamination. Il appelle toutes les associations consuméristes à soutenir le combat pour l'intérêt de tous. Je pense qu'il ne faut pas qu'il nous amène à ce qu'il y ait une jonction à travers tous ces groupes syndicaux. Nous sommes des partenaires sociaux. Ce serait très dangereux pour la population qu'on ait une jonction de ces différentes centrales pour mener ce combat-là. L'État n'a qu'à discuter les gens et régler ce problème. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Les travailleurs du secteur primaire menacent de se radicaliser si leurs revendications ne sont pas satisfaites dans les plus brefs délais. La campagne de commercialisation arachidière va se dérouler dans un contexte difficile de crise économique mondiale. Le matériel, les engrais, de même que les semences ont été achetés à des prix jugés exorbitants. Les producteurs de Kaolack veulent une révision positive du prix du kilogramme de l'arachide. Voyons tout cela avec Ousmane Dem et Faligaï. Cette année, les choses n'ont pas été faciles pour les producteurs agricoles. Cette année, nous avons acheté les semences très chères. Nous avons acheté l'engrais malgré qu'il soit subventionné très cher. Et les opérations sarclobinage nous ont coûté de la tête aux pieds. Il va falloir vraiment que l'État essaye de trouver des solutions pour que les rendements sur l'arachide, qu'on puisse atteindre à des poids records, 2 tonnes à 3 tonnes à l'hectare, et aussi de subventionner l'engrais. Nous ne pouvons pas comprendre, l'industrie se trouve au Sénégal et les prix de l'engrais coûtent excessivement cher. Compte tenu de toutes ces difficultés, ils espèrent vendre leur arachide à bon prix. Les prix que nous avions entendus à travers la presse ou bien à travers certaines organisations qui varient entre 275 et 325 francs le kilo. Donc nous pensons que là, c'est des prix que nous jugeons quand même pas conformes à nos coûts de production. Même à 500 francs, le producteur ne peut pas s'en sortir. Donc cette année doit être une année de subvention. C'est cette année-là qu'on a vraiment besoin de la subvention. L'État doit subventionner les producteurs. Ces producteurs agricoles estiment qu'ils seront parmi les bénéficiaires de cette année sociale. Le président est soucieux de sa population et c'est pour ça qu'il a décrété une année sociale qui touche non seulement le Sénégal, qui a touché cette crise-là qui a touché le monde. Et nous pensons que l'État va jouer sur cette carte, d'autant plus qu'ils ont dit que cette année est une année sociale. Elle doit être aussi sociale pour nous, les producteurs agricoles. Un secteur agricole renforcé, c'est ce que réclament ces producteurs. L'autre grand titre de cette édition, insécurité à Ndoufouk, c'est toujours l'étonnement et l'émoi suite à la mort du talibé de 6 ans, encore déboussolé par le déroulement tragique des faits. Les populations dénoncent le manque d'éclairage public dans cette zone du pays. Reportage Cheikh Anta Diop Seylatir. Ndoufouk, un quartier à cheval sur la commune de Fandène et celle de Thiès-Est.
quartier très enclavé. Des citoyens exaspérés, insécurité, manque d'éclairage public, récurrence des cas de vol, de meurtre et d'agression. La colère et l'incertitude sont les sentiments les mieux partagés. La nuit, le village est tombé de l'insécurité totale parce qu'il n'y a pas d'éclairage public. Les vols, les agressions, il y a beaucoup de cas de viol, de meurtre. Bon, je demande les autorités de nous aider à planter des poteaux ici et des lampes. Ce que Babacar a dit, il a parfaitement raison. Parce que cette zone-là, il n'y a pas de poteaux, ni d'éclairage lumière. C'est tellement le boulevard seulement qu'il y a de l'éclairage. Comme ça, c'est l'insécurité. Comme s'il attendait que d'être interpellé, nombre de chefs de famille se mêlent à ces complaintes. Ce père de famille livre son opinion. Il y a une insécurité totale dans ce quartier. Les populations demeurent dans de profondes inquiétudes. Pas plus tard qu'avant-hier, des agresseurs sont venus ici. Ils ont frappé une femme à coups de machette avant d'emporter ses 10 000 francs. De cette insécurité, en Ndoufouk, aucune couche n'est à l'abri. Élèves, femmes commerçantes et bonnes dames qui chaque matin sont tenues de regagner le centre-ville pour une raison ou une autre. À propos de cette affaire, les condamnations fusent. Le monde de l'enseignement arabe n'est pas en reste. Les encadreurs sont tous encore sous le choc. Reportage Habib Faye et Youssou Barro. Une mort de trop. Le drame s'est déroulé à Thiès. Un enfant talibé de 6 ans est tué puis enterré par son condisciple. Un acte odieux que l'Union nationale des indépendants du Sénégal fustige. Elle lève la voix et exige la fin de la répression dans les daras. Nous exigeons, nous pensons qu'il est temps d'abolir l'exercice de cette violence qui est aujourd'hui admis comme une pratique disciplinaire et qui, au fond, il y a 2 jours où nous avons tous entendu, eu connaissance de ce meurtre qu'un jeune de 14 ans a commis envers un de ces jeunes condisciples. Personnellement, que nous pensons d'ailleurs que la plupart des Sénégalais trouvent que cette situation des talibés est une situation malheureuse, pitoyable. Personne aujourd'hui ne voudrait être talibé ni faire de son enfant un talibé. Et nous sommes dans une... Du côté de l'association des imams et oulémas du Sénégal, on demande la lumière dans cette horrible affaire. Enfant immature, n'est-ce pas, pour diriger ou surveiller, n'est-ce pas, un groupe de talibés. Et il est temps aujourd'hui que l'État prenne ses responsabilités, surtout le ministre de l'Éducation nationale et la Fédération des maîtres coraniques, pour que des opérations, n'est-ce pas, d'inspection soient menées dans les daras. Pendant ce temps, le Conseil supérieur des maîtres coraniques du Sénégal a pris les devants et s'attend à des sanctions judiciaires. Conseil supérieur, le Conseil ne peut pas magnifier cet acte. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'inviter les maîtres coraniques à éduquer les enfants au lieu de se limiter à leur apprendre le Coran pour éviter ce genre de situation. Talla, l'auteur présumé du meurtre du petit Mustapha, entre les mains de la justice. Toutefois, les acteurs de l'éducation se sont levés pour que de pareilles situations ne se reproduisent dans les écoles coraniques. Merci Habib. Diourbel, Kaolack et Kaffrine ont organisé leur COP à Diourbel. Ces 3 régions particulièrement touchées par le dérèglement climatique. Les participants ont échangé sur la lutte contre le réchauffement climatique. Ibrahim Faye, point focal, elle est interrogée par notre équipe à Diourbel. Nous avons aujourd'hui l'opportunité entre Diourbel, Kaolack et Kaffrine. Après avoir fait un diagnostic, depuis 1 an, nous avons déjà fait un diagnostic des conséquences liées à la crise climatique que nous devrons en fait faire aller vers des ruptures. Aller vers des ruptures, c'est amener des solutions au niveau local. C'est pourquoi maintenant qu'au niveau mondial, la COP se fait. La COP 27 est en Égypte actuellement. Nous avons choisi ce moment pour délocaliser et venir au niveau local parler de nos préoccupations suite à ces conséquences-là. C'est nos modes de production et de consommation qui posent problème aujourd'hui. Tous les domaines sont concernés par ces phénomènes de crise climatique. Il n'y a pas de domaine épargné. D'où l'intérêt de l'être humain à revoir ses attitudes, ses comportements
pour mieux vivre encore et laisser à la génération future une planète où on s'épanouit. Alors maintenant, dans le sud, où les îles de la Basse-Casamance, sous la forte menace de l'érosion côtière, plusieurs centaines de mètres de terre sont déjà engloutis par les eaux de mer dans les départements de Bignona et Oussouye par exemple. Une situation due au phénomène de changement climatique. Conscient du danger qui guette les communautés insulaires, le projet Réseau Casamance, avec ses partenaires dont l'Union européenne et la Direction du développement et de la coopération suisse, décide de lancer le défi de reboiser 5 millions d'arbres sur une période de 3 ans. Le lancement de cette campagne s'est tenu à Carabane, campagne qui a donc débuté dans le département d'Oussouye. Écoutons là-dessus le docteur Boubacar Dembaba, président de Réseau Casamance avec notre équipe dans le sud. Aujourd'hui, nous sommes à Carabane pour le lancement officiel de la campagne de reboisement pour les 3 années, avec un objectif de 5 millions d'arbres à planter avec les communautés insulaires. Donc, à reboiser davantage pour qu'on puisse protéger les îles. Déjà, depuis le 27 juillet, on a commencé les opérations de reboisement dans toutes les îles. Nous avons reboisé plus de 20 hectares avec différentes espèces forestières et de la mangrove aussi, donc qui sont reboisées. Et dans le cadre de ce reboisement, nous avons mis l'accent d'abord sur la protection. Tous les sites qui ont été reboisés ont été protégés et ensuite les communautés vont assurer le suivi. Les îles, ce sont des zones assez particulières qui sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique, notamment concernant l'érosion côtière. Si vous voyez ce qui se passe au niveau de Carabane ici, mais aussi au niveau de Djogé et dans d'autres îles qui sont exposées aux assauts donc, de l'avancée de la mer qui engendre des conséquences énormes sur les activités socio-économiques des populations qui vivent dans ces zones-là. En santé, lutte contre le cancer du col de l'utérus, la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologies liées au papillomavirus vient en soutien au district sanitaire de Touba. Plus de 400 femmes ont été diagnostiquées et traitées entre Touba, Linguère et Saint-Louis. C'était à l'occasion de la caravane sur la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Reportage Pape Balagaï, Talassamp. De Djemoul et de Cheikh Ahmadoul Khadim, 2 sites pour offrir aux femmes de Touba l'occasion de se prémunir contre le cancer du col de l'utérus et entre autres lésions après Octobre Rose. Dr Ousmane Dieng, secrétaire général de la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologies liées au papillomavirus, et son équipe à travers la caravane sur la route de l'élimination du cancer du col de l'utérus veulent atteindre les objectifs 90-70-90 conformément au programme de l'OMS contre le cancer du col de l'utérus. On a largement le temps de le découvrir et de le combattre. Ce n'est pas un cancer qui naît d'aujourd'hui et que demain la femme, elle terrasse la femme. Ça fait 15 ans. Donc on a largement 15 ans pour dépister le cancer et le traiter. Donc c'est pourquoi l'OMS a dit que, étant donné que le cancer est accessible à l'éradication, quelles sont les stratégies qu'il faut mettre pour éradiquer ce cancer? Si on vaccine 90% des filles âgées de 9 à 14 ans et qu'on dépiste 70% des femmes âgées de 30 à 69 ans, et qu'on traite 90% des lésions qu'on a dépistées, le cancer du col sera éradiqué. Le cancer du col de l'utérus, une réalité dans la ville-centre de Touba. Dr Ndeye Maguette Diop, médecin-chef du district de santé de Touba, se félicite de l'opportunité de continuer la prise en charge des patients. Touba, tout le monde sait que la population est assez importante et en termes d'offres de soins et de dépistage, on est très en deçà des besoins. Donc si ces activités au-delà du mois d'octobre rose sont faites, vraiment ça permet d'améliorer le dépistage et une meilleure prise en charge des femmes, et on est vraiment dans une dynamique de le faire de façon un peu plus rapprochée et de façon plus régulière. Près de 5 jours de caravane, plus de 400 femmes ont pu être diagnostiquées, renseigne le gynécologue obstétricien spécialiste en cancérologie. 400 en tout cas femmes vues, avec près de 200 colposcopies, donc qui ont été faites par des experts de haut niveau. Parce que la colposcopie, c'est une discipline universitaire. Il faut être gynécologue et puis se spécialiser en plus à cela. Donc, c'est les experts qui ont quitté leur
cabinets, les salles de consultation, leurs bureaux pour venir entrer au niveau de la communauté pour leur offrir en tout cas un service qui est très difficile à avoir. Une journée de consultation avec un bilan satisfaisant, la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liées au papillomavirus a été soutenue par la Fondation Sokhna Bally Muntaha. Et puis venons-en aux concertations initiées par le chef de l'État sur la vie chère. Vous le savez, plusieurs mesures ont été prises, parmi elles la baisse des frais de scolarité au niveau des établissements publics et privés, des mesures salutaires mais risquées selon des spécialistes. Reportage Moussa Mané et Tierno Laurent Mendy. La décision prise par le chef de l'État sur la réduction des frais de scolarité est diversement appréciée par les acteurs concernés. C'est difficile et les temps sont durs. Imaginez-vous quand vous avez 2 élèves dans une école ou bien 5, comment vous allez faire les inscriptions, l'achat des fournitures, tout ça c'est compliqué. Mais on l'accueille avec bras ouverts, on est content. Nous sommes en phase avec ce que le chef de l'État a décidé. Cependant, le véritable problème c'est l'applicabilité. Parce qu'on est actuellement à un moment où pratiquement tous les frais d'inscription, pour la plupart, ont été payés par les parents. Ce qui veut dire que cette circulaire aura des difficultés pour avoir un effet rétroactif. C'est-à-dire pour rembourser les parents qui ont payé plus de 5 000. Cependant, bon nombre d'entre eux déplorent la démarche des autorités qui, selon eux, n'ont pas pris en compte certaines réalités au niveau des établissements publics. L'éducation aujourd'hui a un coût, quel que soit alpha. Maintenant, si l'État veut se désengager et jeter maintenant le reste du problème envers donc les gestionnaires des établissements, nous on sera là pour conscientiser les parents, pour leur dire que ce n'est pas l'argent qui nous fixe ou qui nous motive, mais c'est-à-dire qu'ils regardent maintenant leurs enfants depuis qu'ils ont atterri dans les établissements, 1 an après, 2 ans après, qu'est-ce qu'ils sont devenus sur le plan formation, sur le plan instruction, sur le plan instruction. Il y a un problème d'équité. Il y a un problème d'équité. Bon, mais ce qu'il va falloir faire, bon, peut-être nous pourrons dire que ceux qui ont tardé à payer pour avoir beaucoup plus de chances que les autres. Mais c'est au ministère de déterminer comment faire de telle sorte que, quand même, personne ne soit lésé. Une baisse de 10% sur les frais de scolarité concernant les établissements privés qui pourtant fonctionnent avec leurs propres moyens. Il en faudra de larges discussions entre l'État et les établissements et les chefs d'établissement privés parce que aussi, ce sont nos frères aussi. Mesure-là, actuellement, alors que présentement, ils ont déjà tout calé, le paiement des enseignants et autres là. Donc, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait des assises, une rencontre qui regrouperait tous les acteurs du système éducatif privé, afin que quand même, que de manière très partagée, qu'on en discute et que des mesures puissent être prises et qu'elles soient consensuelles. Je crois que si on ne le fait pas, il y aura des problèmes. Les écoles privées auront des problèmes, les parents d'élèves auront des problèmes et il se pourrait même que les enseignants qui sont dans les écoles privées aillent en grève. Dans les différents établissements que nous avons visités, certains directeurs d'école n'ont pas voulu se prononcer sur la question. Merci Moussa. Et puis dans l'actualité internationale, le Kenya, l'Afrique du Sud, la France et la République centrafricaine qui vient de mettre un terme au décennat accordé à la France depuis 1960, un statut qui lui conférait le titre de doyen du corps diplomatique accrédité à Bangui. Le récit de Daniel Diouf. La Centrafrique vient de mettre fin au décanat accordé aux hauts représentants de la France auprès du chef de l'État centrafricain. La ministre centrafricaine des Affaires étrangères a écrit à son homologue française une lettre dans ce sens. Le décanat est un statut qui a toujours fait de l'ambassadeur de France en République centrafricaine le doyen du corps diplomatique accrédité à Bangui depuis le jour de l'indépendance de ce pays. Le 13 août 1960, ce statut était soutenu en vertu d'un accord de coopération entre les deux pays. 2 raisons avancées pour justifier cette décision. Bangui accuse Paris de comportement discourtois, mais aussi de ne pas avoir appliqué la réciprocité de rigueur en matière diplomatique. La même source précise que ce n'est pas une escalade dans les relations avec la France, mais c'est la personnalité même de l'ambassadeur qui est en cause.
Restons en France où le président Emmanuel Macron s'est exprimé ce mercredi solennellement depuis Toulon dans le sud de la France pour présenter la nouvelle stratégie de Paris en matière de défense. Emmanuel Macron a officialisé la fin de l'opération Barkhane. Le chef de l'État français a annoncé que la nouvelle stratégie française en Afrique serait finalisée sous 6 mois. L'annonce n'aura pas de conséquences immédiates. L'armée française a déjà quitté le Mali en août dernier, mais elle compte encore 3000 militaires déployés au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. Les Kenyans pourront désormais se rendre en Afrique du Sud sans visa pour une durée maximale de 90 jours par année civile. Les présidents sud-africains et kenyans ont déclaré mercredi qu'ils avaient résolu un différend de longue date. Jusqu'ici, les Kenyans devaient payer et fournir des preuves de fonds suffisants et des billets d'avion aller-retour pour se rendre en Afrique du Sud. Le nouvel accord devrait entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa était au Kenya pour son premier voyage officiel dans le pays. Les dirigeants kenyans et sud-africains ont également demandé à leur ministre du Commerce de s'attaquer aux obstacles qui limitent les échanges entre les deux pays. Et puis, Sonia Rollet a été expulsée de la République démocratique du Congo. L'ancienne journaliste du service Afrique de RFI qui a rejoint l'agence de presse Reuters a été convoquée mardi à la Direction générale des migrations où elle s'est vue confisquer son passeport à son arrivée avant d'être mise manu militari dans un avion à destination de Paris via Addis Abeba sans sa valise. Selon RFI, les agents qui ont interrogé Sonia Rollet au siège de la Direction générale des migrations à Kinshasa l'ont informé qu'elle n'était pas expulsée pour son travail à Reuters, mais pour ses activités antérieures. RFI précise que Sonia Rollet s'est attirée des inimitiés d'hommes politiques et d'affairistes congolais au fil de ses reportages lorsqu'elle travaillait pour RFI, notamment avec l'enquête Congo Hold Up qui avait révélé d'importants détournements d'argent public en République démocratique du Congo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info et on parle naturellement de la blessure de Sadio Mané et sa participation compromise ou pas au Mondial Qatar 2022. On en parle tout de suite avec Talafal et Binta Diallo et on apprend dans le même temps